Bonsoir à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV. Nous sommes le vendredi 8 avril et nous sommes en direct. Et vous le savez, pendant 60 minutes, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale ou internationale. N'hésitez pas à réagir comme tous les soirs sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Vos questions et vos réactions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir, Henri Quinson, vous avez été conseiller pour le film Des hommes et des dieux et traducteur du livre Passion pour l'Algérie, les moines de Tibérine, de l'américain John Kaiser, publié en 2006. Aït El-Mqaddam Ben Youssef, vous êtes ancien professeur à l'ENS de Rabat et membre de la commission régionale du CNDH. Et enfin, Naïm Kamel, vous êtes journaliste et directeur de Quid.ma. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Ils étaient 9 à vivre au monastère Notre-Dame de l'Atlas sur les hauteurs de Médéa au sud-ouest d'Alger, en pleine guerre civile algérienne dans la nuit du 26 au 27 mars 1996. 7 d'entre eux furent enlevés puis assassinés. C'est un communiqué du GIA, le groupe islamique armé, adressé à la radio Médien à l'époque, qui annonce leur mort le 21 mai 1996. 20 ans plus tard, la vérité n'a toujours pas été faite sur les auteurs de ces assassinats. L'enquête ouverte en France en 2004 s'est heurtée à de nombreux blocages des autorités algériennes et des révélations portées dès 2002 par d'anciens militaires algériens remettent très sérieusement en cause la version officielle des faits qui attribue au seul GIA l'entière responsabilité de ces crimes. Aujourd'hui, et en cette date anniversaire, à l'occasion, à la veille de la visite de Manuel Valls à Alger, nous revenons sur l'histoire, l'affaire des moines de Tibérine. Que savons-nous concrètement des faits aujourd'hui? Quels sont les indices établis par les enquêtes et les différents témoignages qui remettent en cause la version présentée et défendue par les autorités algériennes? Y a-t-il eu, selon ces indices, implication des services algériens dans ces assassinats? Et qui étaient ces moines qui ont refusé de quitter un pays en guerre et qui l'ont payé de leur vie? Moines de Tibérine. Qui cache la vérité? C'est le titre de l'émission de ce soir. La nuit du 26 au 27 mars 1996, un drame est survenu en pleine guerre civile algérienne à Tibérine. Un domaine situé à Médaya, à une centaine de kilomètres au sud d'Alger. Un groupe armé a enlevé 7 moines trappistes du monastère Notre-Dame de l'Atlas. À l'époque, l'assassinat semblait limpide car plusieurs chrétiens ont été décapités par des extrémistes du GIA. Le 26 avril 1996, un communiqué du groupe islamique armé revendique l'enlèvement. Le GIA propose un échange contre certains de ses militants incarcérés en France. L'inquiétude est à son comble et le dossier devient rapidement une affaire diplomatique. Le 23 mai de la même année, les inquiétudes sont confirmées. Le leader du GIA, Jamal Zitouni, annonce que les moines ont été tués. Quelques jours plus tard, l'armée algérienne annonce avoir retrouvé les cadavres des frères de Tibérine, mais sans préciser le lieu. Ils sont donc enterrés sous haute surveillance à Alger en présence de plusieurs personnalités algériennes. Mais un premier doute intervient lorsque le père Armand Veilleux demande à reconnaître les corps. Il ne découvre que des têtes dans des cercueils. En 2003, un coup de théâtre est survenu. Un ancien lieutenant de la sécurité militaire algérienne prétend que les services secrets ont enlevé les moines. Dans ce cas, Jamal Zitouni a été manipulé par les militaires. Le drame visait donc 3 objectifs. D'abord, pousser les moines à quitter la région car ils soignaient les insurgés, discréditer le groupe islamique armé, puis obtenir la reconnaissance de la France en faisant libérer les otages. Mais l'affaire a mal tourné. En 2004, une enquête judiciaire est ouverte à Paris. Mais il fallait attendre 10 ans pour que les juges Marc Trévidic et Nathalie Pou se rendent en Algérie avec une équipe d'experts pour autopsier les têtes des moines. Les prélèvements effectués sont toujours bloqués en Algérie car les autorités refusent toujours de les laisser sortir du territoire. L'avocat des familles des moines accuse aujourd'hui l'État algérien. Selon Patrick Baudouin, l'Algérie freine les recherches et les démarches depuis 20 ans. L'identité du leader du GIA conforte la thèse sur l'implication d'Alger dans cette affaire. Jamal Zitouni est un agent double selon l'ex-militaire algérien Abdelkader Tira. Messieurs, une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait l'objet, on voit les images du film de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux.
auquel vous avez contribué, et vous allez bien sûr nous expliquer pourquoi. Mais avant qu'on revienne sur la chronologie des faits, parce que beaucoup de questions sont posées sur les différentes implications, sur les différentes hypothèses, que ce soit le GIA infiltré par les services algériens, bavure militaire, un ensemble des faisceaux d'indices amène à corroborer certaines versions, je vais y arriver. Avant qu'on parle de cette chronologie, est-ce qu'on peut replacer le contexte? Nous sommes en 96, 4 ans après le coup d'État militaire, la dissolution du FIS, le Front islamique du salut, le début des violences. On est où là, à ce moment-là, début des violences en Algérie? D'abord, ce monastère, il est là depuis 1938, donc il était là avant l'indépendance de l'Algérie. Les moines ont choisi de rester après l'indépendance de l'Algérie, donc déjà le contexte religieux et politique avait profondément changé. Et puis c'est vrai qu'à partir des années 80-90, il y a des tensions qui sont nées, et à partir de 93, décembre 93, les étrangers, donc il ne s'agit pas simplement des moines ou des chrétiens, mais les étrangers en Algérie sont menacés, ont 1 mois pour partir, quitter le sol algérien, et menacés par les groupes islamiques armés, qui sont donc une frange extrême, qui pratiquent des méthodes terroristes, et que, évidemment, les généraux au pouvoir en Algérie ont tendance à assimiler fortement au Front islamique du salut, qui est lui un parti politique qui a gagné des élections et dont le 2e tour des législatives a été annulé par le pouvoir algérien. Donc les moines se trouvent pris dans ce contexte, mais leur présence est bien antérieure à la montée de ces violences. Naïm Kamal. C'est le contexte de... Moi, je ne reviendrai pas à l'histoire, mais c'est le contexte de la guerre civile. On sait que l'armée algérienne ne fait pas dans la dentelle et ne fait pas dans le détail. C'est une donnée acquise. Et on peut imaginer que, depuis le début, que ce soit du côté de la presse ou des intellectuels ou des moines, dans le cas qui nous a... Sachant que ce n'est pas les seuls moines qui ont été tués, ils sont en fait 19. 19, et donc qui sont en phase de béatification pour ce qu'ils ont fait. Bon, pourquoi ils sont restés, peut-être on reviendra tout à l'heure à ce sujet-là, mais moi j'ai l'impression que l'armée algérienne allait commencer à s'adonner à la terre brûlée, à une guerre totale et générale contre les groupes intégristes, enfin contre les troupes islamistes. Parce qu'à l'époque, on n'est pas dans cette configuration qui est celle d'aujourd'hui, qui est le terrorisme, etc. À l'époque, on est devant un pouvoir illégitime qui a opéré un coup d'État en janvier 1992, qui a usurpé les urnes, qui ont donné le fils. Et ça, c'est tout un débat, on peut l'ouvrir pendant toute la soirée, enfin pendant toutes les 60 minutes. Mais l'armée algérienne voulait vider l'Algérie de tous les témoins possibles. Et les moines de Tibéri, ils sont dans une zone accidentée, ils sont dans les montagnes de l'Atlas algérien, et donc ils sont en position privilégiée de voir ce qui se passe, parce que c'est là que c'est dans cette topographie accidentée qu'opèrent les islamistes. C'est ça le contexte, et c'est à mon sens, à partir de là, même si je suis convaincu qu'on ne saura jamais la vérité. On est dans le processus Kennedy, on est dans le processus d'un certain nombre de meurtres de ce genre. On va voir plusieurs versions, plusieurs détails, l'un contredisant l'autre, des témoignages, des vrais, des faux, et on va se trouver à la fin devant une forêt vierge où la question de trouver les auteurs, les vrais, pas les commanditaires ou les manipulateurs de l'opération, vont rester dans l'ombre, même si on les devine. Mais il n'y a pas de preuve. D'abord parce qu'ils les ont entre les mains, ils les ont enterrés, ils les ont cachés, ils les ont fait disparaître, les corps, les têtes, les prélèvements qu'ils ne veulent pas donner, Alors, etc. on reviendra bien en détail, parce que c'est vrai que là, on a différents faits qui donnent certaines pistes. Il y a des éléments nouveaux, et ça c'est Patrick Baudouin, l'avocat des familles, justement des victimes qui sont revenus dessus. C'est Ben Youssef. Oui, moi je voulais tout simplement revenir d'abord sur le panorama dans lequel le panorama aussi bien politique que historique dans lequel vivaient ces moines. C'est vrai que ce sont des moines qui ont donné leur vie aussi bien à Dieu qu'aux hommes, puisqu'ils sont là pour aider, ils sont là pour prier non pas pour eux-mêmes, mais
prier aussi pour les autres. Et ils sont là parce qu'ils voulaient avoir aussi une proximité avec les gens de cette montagne et les gens de l'Atlas algérien, donc à côté de Médéa. Donc à Tibhérin. Tibhérin veut dire en berbère les champs en terrasse. Tibhérin, les champs en terrasse. Ce sont des gens qui sont proches de la terre et donc qui effectivement travaillent la terre. Il s'est trouvé que donc un concours de circonstances et d'histoire a fait que une Algérie qui était à l'époque embrasée, ces gens-là avaient ouvert leurs portes aussi bien à ceux qui se disent persécutés qu'à ceux qui persécutent, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est l'entité humaine à aider d'abord. Donc, comment ils étaient perçus par le gouvernement de l'époque? Est-ce qu'ils étaient perçus comme étant des adjuvants ou des opposants à ceux qui semaient la zizanie en Algérie? Ça, on ne peut pas le dire. Mais toujours est-il que je crois que ça, leur croyance, leur obédience les avait en quelque sorte enlisés un peu dans ce qui leur est arrivé. C'est-à-dire qu'elle avait poussé la roue à ça. Ce qui est clair, c'est qu'ils avaient des relations excellentes avec le voisinage. Moi, j'ai eu l'occasion de D'ailleurs, retourner... il disait les frères de la montagne, les frères de la plaine, alors que ça soit pour les militaires ou pour désigner justement les membres du GIA. J'allais le dire, Oui. voilà, c'était un peu un code, mais Oui. ça reflétait aussi une spiritualité qui, effectivement, par exemple, pour frère Luc, qui était médecin, pour lui, bon, comme chrétien, comme homme spirituel, il voulait effectivement, comme vous l'avez très bien dit, soigner les personnes sans leur demander leur carte d'identité ou savoir s'ils étaient dans le maquis ou s'ils habitaient le village. Donc il y avait effectivement un désir de ne pas prendre position. Quelquefois, on a expliqué que oui, comme ils avaient soigné quelques terroristes, et ça devenait de notoriété publique. Je crois que c'était plus ça la question qui se posait. Donc ce qui est certain au niveau des éléments, c'est que ce n'est pas un groupe des GIA de la région qui les a enlevés. On a un certain nombre d'éléments, je pourrais les donner. Donc ça, on en est absolument certain. Et en fait, c'est en 93, vous demandiez les circonstances, en 93, il y a non seulement une menace à tous les étrangers, mais il y a également irruption le 24 décembre 93 dans le monastère d'un groupe armé. On a cette scène dans le film des Hommes et des Dieux. Et finalement, c'est là que les frères vont se poser la question, faut-il partir ou rester? Mais il y a eu une espèce de pacte qui a été finalement accordé aux moines, une protection de ce groupe local des GIA, parce que les groupes islamiques armés n'étaient pas une organisation centralisée où tout le monde a obéi. Voilà, donc il y avait des groupes locaux qui parfois pouvaient être en situation de rivalité. Parfois pouvaient être en rupture de banc par rapport à l'émir suprême, on parlera peut-être de Jamel Zitouni. Et donc il y a eu un refus, ça on le sait, c'est documenté, il y a eu un refus du groupe local suite à cette intervention dans le monastère de faire du mal au mal, de faire du mal aux moines, pardon. Et donc ça c'est un élément de certitude. Donc ce qui est troublant effectivement, c'est quand on nous explique, version officielle, que le groupe islamique armé a décidé d'enlever les moines, ça a été démenti par les groupes locaux. Ça ne correspond pas aux réalités qui étaient vécues, puisque justement ce qu'on leur reprochait, c'était de soigner occasionnellement des hommes en armes. On leur demandait de rentrer sans les armes au monastère, mais c'est vrai que des personnes ont été soignées et qui étaient au maquis, ça c'est avéré, on peut le reconnaître. Et normalement, à cette époque-là, les années 90, les autorités algériennes considéraient qu'un médecin qui soignait ce que eux appelaient un terroriste, et vous l'avez bien dit, c'était pas les mêmes méthodes qu'aujourd'hui, c'est un contexte légèrement différent, mais pour eux, tout médecin qui soignait les gens, les frères de la montagne, justement, qui étaient opposés au régime, c'était des traîtres, et c'était passible de la peine de mort. Alors frère Luc, qui était très aimé, et qui était en plus un moine, et qui en plus était français, comment faire pour s'en débarrasser? C'est là où la question se pose. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un faux enlèvement? Les moines avaient refusé, le wali de Médéa, donc le préfet de la région, leur avait demandé de quitter le monastère, leur avait imposé des conditions éventuellement de protection de l'armée, elles ont toutes été refusées. Et donc, à un moment donné, la solution, c'était éventuellement de faire en sorte que les moines s'en aillent, peut-être un faux enlèvement qui termine bien, et puis ils sont obligés de déménager. C'était peut-être la solution idéale. Et d'une pierre deux coups. D'une pierre deux coups, dire que les islamistes sont vraiment méchants, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Dans ce cas, trois coups. Oui, parce qu'aussi l'opinion française et catholique, oulala, attention, soutenez le régime, même si c'est pas très démocratique tout ça. Et puis, comme vous l'avez très bien dit aussi, enlever des témoins gênants, parce que les moines, c'est vrai, moi j'avais l'occasion de les voir quand ils rentraient en France, ils nous disaient des choses qu'ils n'écrivaient pas dans les lettres. Alors, on va y revenir, mais bon, on peut se poser la question, est-ce qu'ils étaient les seuls témoins? C'est pour ça qu'on a plusieurs hypothèses. Avant qu'on revienne justement aux différentes hypothèses qui sont posées, revenons aux faits. Alors, c'est vrai que en ce qui s'est passé exactement
Là où se pose la question, finalement, et là où le bas blesse, entre guillemets, c'est entre fin mars et l'enlèvement et fin mai 1996, où le communiqué du GIA à la radio, Média Radio à l'époque, qui annonce la mort des moines. Entre le moment de cet enlèvement et l'annonce de la mort des moines, est-ce qu'on sait exactement ce qui s'est passé? Alors, il y a des choses que l'on sait. Par exemple, moi qui ai connu ses frères, ça a été corroboré par d'autres, notamment l'évêque d'Alger, mais c'est bien leur voix qu'on entend sur une cassette qui a été enregistrée. Cette cassette, on peut la dater, puisque justement, il est fait allusion aux nouvelles du jour données par la radio Midi 1 à l'époque. Et donc, on sait très bien que, voilà, jusqu'à cette date-là, les moines étaient vivants. Voilà. Après, tout est possible. Et effectivement, la grande question, c'est pourquoi avoir un enlèvement? Pourquoi avoir un enlèvement qui dure 56 jours? Et effectivement, tout le temps, ça a bien été dit dans le reportage, tout le temps qui suit l'entrevue donc de cet émissaire qui est envoyé à l'ambassade de France, qui apporte cette cassette qui a été enregistrée des jours avant. Donc est-ce que les moines, en fait, sont toujours vivants? Point d'interrogation. On a une preuve jusqu'à une certaine date, mais et après? Alors donc, justement, on a l'extrait radio qui raconte cette entrevue, on va l'écouter. Il date de mai 96, on l'écoute et on revient juste après. Ce communiqué a été diffusé ce matin par des agences de presse occidentales. Il revient sur l'entrevue du 30 avril entre l'émissaire du groupe islamique armé et des diplomates français à l'ambassade d'Alger. Paris a toujours affirmé que cet émissaire avait remis contre-reçu un message et une cassette audio et qu'il était très rapidement reparti. Le GIA insiste lui sur le terme entrevue qui aurait duré 1h30 et au cours de laquelle aurait été évoqué non seulement le sort des 7 moines, mais aussi plus globalement la politique de la France en Algérie. La presse se trompe, la seule vraie question, elle ne la pose pas. La presse s'interroge sur la réalité du contact du 30 avril entre l'émissaire du GIA, dénommé Abdullah, et l'ambassade de France à Alger, alors que Paris n'a jamais nié qu'il y ait eu remise contre reçu d'une cassette audio prouvant que les 7 moines étaient encore en vie. Mais finalement, contact, entrevue, entretien même avec cet émissaire, l'objectif était de récupérer sains et saufs les otages, et pas une voix ne peut s'élever contre la démarche. Que 2 numéros de téléphone aient été communiqués pour maintenir ce contact n'a rien d'étonnant. Non, la seule vraie question est de savoir pourquoi ce silence radio entre le 30 avril et le 22 mai, date à laquelle nous avons appris l'exécution des 7 trappistes. Pourquoi il n'y a pas eu, à notre connaissance, d'utilisation de ces numéros de téléphone? Naïm Kamal. Ce qui m'étonne dans cette histoire, si j'ai bien compris, c'est que la rencontre entre les émissaires du GIA et l'émissaire de Paris s'est déroulée à l'ambassade de France. Où étaient les services algériens? Alors qu'on les sait performants, qu'on les sait très présents, qu'on les sait très puissants, qu'on les sait très argentés, et là, tout se passe. C'est la question qui est posée à l'époque. Hein. Oui, il arrive, il entre dans une enceinte de l'ambassade qui est généralement très surveillée, très écoutée, et ils discutent, ils échangent, puis ils repartent. Alors, il y a une version qui dit que maintenant, en dehors de la question que j'ai posée, parce que moi, c'est des choses qui m'intriguent, j'ai pas de réponse. Non, mais en tant que journaliste, ça vous intrigue. Oui, ça m'intrigue, c'est pour ça que je le relève. Et ça vous intrigue aussi. C'est pour ça que je le relève. Cela dit, il y a des gens, parce que Zitouni en question, Jamel Zitouni, est supposé double, agent double. Il est infiltré, en même temps il manipule, et que ce serait lui qui a manipulé, c'était le cheval de Troie du DRS, hein, donc, dans cette histoire. Alors, il y a une version qui dit que c'est cette rencontre qui a été déterminante pour finalement en finir avec cette histoire des moines de Tibérine, et c'est après cette rencontre que les services auraient décidé d'en finir avec les 7 moines et Maître Paris qui a essayé de jouer dans leur dos au mur. C'est Ben Youssef. Oui, je ne sais pas. C'est très difficile à dire parce que vous savez très bien dans ce genre de situation, normalement les deux gouvernements sont appelés à collaborer. Et
si collaboration il y a, généralement, elle est sous silence. Elle est mise sous silence parce qu'il ne faut rien laisser échapper, parce qu'on fait ceci. Donc on peut comprendre aussi ça, c'est-à-dire que le silence radio dont on parle soit donc issu, pourquoi pas après tout, d'un esprit de collaboration qui essaye tout simplement de mener les choses à bien pour que les moines soient récupérés. Ceci dit, lorsqu'on sait, et là peut-être que j'anticipe un tout petit peu, qu'on n'a jamais vu les corps de ces moines, effectivement, là encore, on apporte un autre point d'interrogation et on se dit, si on cache les corps, c'est parce qu'il y a quelque chose. Parce que normalement, ne pas restituer les corps, qu'est-ce que cela veut dire? Et ces corps, finalement, ils sont partis en fumée. Est-ce qu'on a brûlé les corps? Est-ce qu'on ne sait pas? Et donc, si vous voulez, toutes ces intrigues font que toutes les enquêtes piétinent. Peut-être qu'on y arrivera tout à l'heure après, mais les journalistes qui avaient travaillé là-dessus avaient vraiment difficile à trouver quoi que ce soit comme indice qui puisse faire vous pouvez peut-être mieux expliquer que moi là-dedans. C'est-à-dire que moi j'ai toujours pensé, parce que je suis agnostique sur le sujet, c'est-à-dire que moi, mes amis sont morts, et d'une certaine manière, même spirituellement, quels que soient les assassins en titre, ça ne change pas à mes yeux radicalement les choses. En revanche, pour les Algériens, les 200 000 morts dans ces pénibles années, ça me paraît important de pouvoir nommer les responsables des crimes. Parce que quand je me suis rendu en Algérie à plusieurs reprises, j'ai quand même des personnes qui me disaient, tu vois, le policier qui est là-bas au coin de la rue, c'est un ancien barbu qui a tué telle et telle et telle personne dans cette famille, mais officiellement, on n'a pas le droit de le dire. À un moment donné, bon, en Afrique du Sud, quand il y avait les problèmes d'apartheid, etc., tout a été mis sur la table, il fallait demander pardon. Donc ça, je pense que c'est libérateur, et c'est peut-être pour ça, avant tout, que je pense qu'il est important de savoir la vérité. Mais je crois que le fait que les corps disparaissent, on pourrait dire, pour défendre la thèse officielle, que c'était une pratique des groupes islamiques armés pour des raisons pratiques, parce que trimballer un corps, ça prend beaucoup d'énergie, donc c'est plus facile de prendre des têtes. Et puis, effrayer la population en montrant sur la place publique que des têtes, c'est beaucoup plus efficace. Mais une fois qu'on a dit ça, effectivement, on pourrait se dire pourquoi une recherche des corps n'a pas été vite mise en place, par exemple. Or, on s'aperçoit qu'aucune procédure judiciaire n'a été mise en place automatiquement du côté français et du côté algérien. Donc je vous rejoins pour savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas des connivences au niveau des services secrets? Du côté français, c'est compliqué, parce qu'il y avait la DST, la DGSE, les uns qui étaient... l'Algérie française, c'était 3 départements français, donc il y en avait qui considéraient que c'était toujours leur territoire national, alors que les autres, ceux qui étaient plus proches, anciens pieds noirs, qui étaient très méfiants vis-à-vis des autorités algériennes, les autres qui voulaient au contraire collaborer. Donc il y a des clans aussi en France, qui vont effectivement taire la parole, ou au contraire chercher à susciter des témoignages. Est-ce que ces témoignages sont véridiques ou non? C'est difficile à dire. Alors quelles ont été les réactions des autorités françaises? Ça pose aussi cette question-là. Si vous permettez, juste un petit complément. Moi je croyais qu'il allait le dire. Il y a une thèse, peut-être farfelue, peut-être crédible, que si les corps ont disparu, c'est que parce que les moines ont été torturés par la sécurité militaire, enfin le DRS, algériens, et qu'ils ont une méthode de torture que l'on pouvait déceler et conséquence identifier le tortionnaire. Et que c'est pour ça qu'on aurait fait disparaître. Je ne sais pas ce que vaut la thèse. Elle existe, elle est là, comme toutes les thèses qui existent. Comme toutes les thèses... Comme l'autre thèse de l'hélicoptère que je ne pense pas alors, crédible. on va y arriver, mais c'est vrai que vous voulez juste... c'est vrai que ça pose la question de la réaction des autorités françaises. Et dans mon introduction, c'est vrai que demain, Manuel Valls se rend à Alger. Lors de la visite présidentielle de François Hollande à Alger, Maître Baudouin avait interpellé le président. Est-ce que ça va être fait encore aujourd'hui à l'occasion de cette visite? Mais on va juste regarder la réaction de Jean-Baptiste Rivoire, qui est un journaliste d'investigation, qui a beaucoup travaillé sur le sujet et qui nous donne son avis justement sur le niveau de coopération et l'ouverture de l'enquête au niveau des autorités françaises.
Ce qui est sûr, c'est que Alger a toujours dit que les moines avaient été tués 2 mois après leur enlèvement, fin mai 96, et égorgés par les islamistes. Or, il y a quelque temps, nous, on a recueilli des témoignages très importants pour Canal+, et pour le livre, d'anciens des services algériens qui disent, mais pas du tout, ça c'est une version officielle, mais c'est faux. En fait, les moines ont été tués 1 mois après leur enlèvement, donc fin avril, et ils ont été exécutés par un commando des services, parce que Paris et un certain nombre d'habitants d'Algérie commençaient à comprendre que cet enlèvement était une manip des services algériens et qu'il fallait surtout pas que ça se voie. Plus récemment, le juge Trévidic a réussi à aller en Algérie, il a réussi à commencer l'autopsie des crânes des moines, et là les experts ont découvert qu'effectivement ils n'étaient pas du tout morts fin mai 96, mais probablement plusieurs semaines avant, et pas forcément égorgés, mais décapités post-mortem. Donc ces nouvelles découvertes de la justice française accréditent en fait le fait que la version officielle d'Alger est fausse. Ça expliquerait qu'en fait les autorités algériennes soient très embarrassées parce que leur version est en train de s'effondrer en fait. Henri Garçon. Oui, c'est une chose absolument certaine, parce que depuis le début, je le sais, je n'étais pas dans le domaine public au début, mais tout de suite on a su que les têtes des frères avaient été enterrées et déterrées. Les autorités algériennes ont été obligées de le reconnaître, parce que quand il y a eu une pression de la part des autorités cléricales du mouvement monastique auquel appartenaient les frères d'ouvrir les cercueils, ce qui n'était pas prévu au programme, on a découvert effectivement qu'il n'y avait que les têtes, donc point d'interrogation, pourquoi est-ce qu'on nous a dit qu'il n'y avait pas les corps? Version officielle, c'était pour l'honneur de l'Algérie. Alors après, voilà, ça chacun l'interpréter. Le problème, c'est l'enfumage à toutes les étapes. C'est-à-dire quand le juge Trévidic demande une mission pour aller examiner les têtes des moines, d'abord c'est un refus, c'est jamais le bon moment, et puis au bout d'un certain temps, il y a une telle pression qu'ils sont obligés de lâcher le morceau. Je me rappelle avoir été interviewé sur France Info, quand enfin l'équipe française pouvait se rendre sur place, et je leur ai dit hop, attention, rendez-vous dans une semaine, ou 2 semaines, ou 1 mois. Ils vont y aller, mais il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait 2 équipes pour faire ce travail, une équipe algérienne, une équipe française. Ils ont fait le travail, pas très agréable évidemment pour les familles et les proches. Et il y a confiscation des preuves de la part du pouvoir algérien. C'est-à-dire l'équipe française ne peut pas revenir avec les prélèvements. Donc moi je suis plein de bonne volonté à l'égard de ce gouvernement algérien ou des différents services DRS, donc la sécurité militaire algérienne, mais à un moment donné je me pose des questions. Pourquoi est-ce qu'il y a un refus de collaborer s'il y a Alors justement, il y a quelque chose qui est caché? Alors parlant de la collaboration, c'est vrai que ce que vous avez vu tout à l'heure, la réaction de Jean-Baptiste Rivard n'était pas la bonne. On va regarder justement sa réaction vis-à-vis de cette collaboration algéro-française, franco-algérienne. La justice française a essayé de travailler avec Trévidic, un peu moins avec le juge précédent. Le problème, c'est que la justice française, elle est prise dans l'État français. La question de fond, c'est quelle est l'attitude de l'État français. Quand les moines ont été tués, il faut savoir quand même que les autorités françaises ont interdit à la justice française d'ouvrir une enquête. C'est-à-dire qu'il y a des magistrats en France qui ont dit, mais attendez, c'est un massacre très grave, il faut faire une enquête. Et là, il y a eu un ordre du ministère de la Justice, à l'époque dirigé par Jacques Toubon, de ne pas ouvrir d'enquête sur cette affaire, comme si on voulait dissimuler ce qui s'était passé. Donc au fond, la France est complice de ce terrible massacre, complice du silence et de l'opacité qui règne encore sur cette affaire et qui fait que l'ensemble des musulmans du monde portent ce crime, alors que franchement, dans cette affaire, c'est probablement pas eux qui étaient impliqués, c'est plus les services algériens, et la France a tout fait pour que ça se sache pas et pour le cacher encore aujourd'hui. Oui, alors évidemment, Rivard donc vient de parler de ça, surtout de mettre le doigt sur l'opacité qui enveloppe en fait cette affaire depuis le début. Il faut dire qu'il n'y a pas que l'opacité, il y a certainement des mains très agiles qui freinent, qui font tout justement pour que les faits que l'on recherche ne se dévoilent pas. On sait aussi que, par exemple, Rivard, avec un autre journaliste du nom de Didier Contant, je crois, ont eu énormément de problèmes parce que l'un tirait à droite, l'autre tirait à gauche, et puis finalement, ça s'est soldé par un 8e mort. D'ailleurs, il y a la compagnie de Canton qui avait écrit un livre là-dessus. Le 8e mort, il s'agit de Rina Sherman, qui avait écrit le 8e mort, et on dirait que finalement cette malédiction poursuit même les gens qui y enquêtent là-dessus. Ça veut dire que et la mort donc était survenue en France de ce journaliste, ça n'était pas en Algérie. Tout porte à croire que il n'y a pas que l'opacité, mais il y a des choses qui freinent cette enquête. Il y a des choses qu'il y a des mains qui travaillent, qui sont agiles et qui ne veulent pas que ça aboutisse, qui ne veulent pas qu'on sache la vérité. C'est très difficile. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à cette époque précisément, il y a un personnage dont on ne parle pas souvent, qui est un ami du Maroc par ailleurs, mais qu'à cette époque, il y avait à l'intérieur de la France
un véritable clan ou vraiment une véritable majorité pour soutenir le pouvoir algérien contre les islamistes. Il y avait énormément d'indulgence à l'égard de ce qui se passait en Algérie, parce qu'on disait c'est les obscurantistes, il y avait d'autres intérêts en jeu. Et c'est Charles Pasqua qui, semble-t-il, va être déterminant dans cette histoire pour que la vérité ne transparaisse pas. Il y a quelque part une complicité pas peut-être de l'État français, mais des services français, d'une partie des services français impliqués. Je ne suis pas un spécialiste des... Alors justement, ça pose la question des moyens dont dispose la justice. On va juste faire une pause, mais ça, je vous laisserai continuer. On posera la question de la justice française. Des juges se sont succédés, le juge Bruguière, antiterroriste, Trévédic, et maintenant les familles des victimes appréhendent le fait que Trévédic ne s'occupe plus du dossier, puisque son mandat est arrivé à terme. On fait une pause, on en revient juste après. Moine de Tibérine, qui cache la vérité? C'est le titre de l'émission de ce soir, si vous venez de nous rejoindre dans 60 minutes pour comprendre. C'est Kamal, je vous ai coupé tout à l'heure, je vous laisse finir votre propos. Non, c'était juste pour dire que j'ai vécu en 1994 les attentats d'Atlas Asni. C'était des Algéro-Français ou des Franco-Algériens, qui sont entrés à l'hôtel Atlas Asni, qui ont tiré, qui ont fait des morts. Et cette opération a toujours été suspecte. Et en ce moment-là, l'Algérie, c'est juste pour dire que l'Algérie, ou les services algériens, pour l'Algérie, c'est l'État et c'est le peuple, donc je me limite aux services algériens, sont habitués des coups autour d'eux. Et à cette époque-là, j'avais couvert les événements et j'ai eu instinctivement, intuitivement, l'impression que Pasqua était dans le coup. À ce moment-là, l'Algérie, la France peut-être aussi, enfin Charles Pasqua qui était ministre de l'Intérieur, soupçonnait que le Maroc, peut-être par vengeance pour le soutien de l'Algérie au Polisario, donnait du champ et du mou aux islamistes armés d'Algérie qui pouvaient venir se cacher à travers les frontières marocaines et qu'il fallait fermer ces frontières. Et le coup d'Atlas Asni est de ce genre d'opération, c'est-à-dire à 3 coups de billard. Billard à 3 bandes. Ouais. Voilà, à trois bandes, exactement. Et quand on ramasse ce puzzle, il y a quelque chose qui devrait un jour être condamné ouvertement. C'est l'implication en partie de l'Occident, cette complicité qu'il y a eu avec les généraux et qui a permis, et qui permet encore aujourd'hui, parce que on ne peut pas avouer cette implication. Pour de complicité ou d'indulgence? Parfois c'est de la limite est ténue. Il y avait beaucoup d'indulgence, beaucoup de complaisance, on a beaucoup fermé les yeux et dans beaucoup de moments il y avait de la complicité. Si Ben Youssef? Oui, je ne sais pas, je trouve toujours que la spéculation, lorsqu'elle n'est pas basée sur des faits réels. Enfin, là, on a les faits, mais bon, la spéculation et l'analyse, c'est ce que. Oui. Avec le recul de Sikamel en tant que journaliste, il l'a bien dit. Non, je sais. Quand je parle de la spéculation, je ne parle pas de ce que vient de dire Sikamel, mais je parle de la spéculation lorsqu'on a tendance, par exemple, à croire qu'il y a des intérêts qui sont défendus, quitte à sacrifier des vies, parce qu'après tout, pourquoi pas. Ça, ça relève de l'ordre de la spéculation. On peut se dire que les moines de Tibhirine ont été sacrifiés parce qu'il y a des intérêts que nous ne connaissons pas et qui sont, pourquoi pas, partagés, par exemple, entre la France et les pouvoirs algériens. Et que, donc, pour maintenir ces intérêts-là ou pour les protéger, tant pis, donc on a sacrifié ces moines et puis voilà. Ceci dit, il n'y a pas jusqu'ici, puisque l'enquête continue à piétiner, il n'y a que des thèses. Il n'y a que des thèses qu'on peut tant bien que mal vérifier, des thèses qui sont freinées généralement par des événements qui tout de suite, que tout d'un coup réapparaissent, et ainsi de suite. Enfin, je veux dire, c'est très difficile. Je pense, moi, à ce journaliste, j'y reviens, qui est mort à Paris. Bon, on suspecte, on se dit, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il s'est suicidé, ou alors est-ce que c'est encore un attentat, etc. Donc, on ne sait pas. Vous voyez, est-ce que à chaque fois que qu'on sent que quelqu'un
quelqu'un va mettre de la lumière sur cette affaire, tout de suite on l'élimine. Hein, je ne sais pas. Oui, c'est-à-dire tant qu'on ne sait pas si ce journaliste-là a été éliminé ou pas, ça relève pour moi-même de l'ordre de la spéculation. Ça, je ne sais pas. Moi, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire, on peut spéculer à l'infini et on va chacun. Souvent, je me rappelle John Kaiser qui a écrit ce livre, La passion pour l'Algérie, que j'ai traduit, me disait toujours sur la mort des moines. Finalement, ce qui est intéressant, c'est d'écouter les gens parler parce qu'on en apprend plus sur leurs propres convictions que sur les faits. C'est-à-dire que peut-être que un Marocain va parler de moines de Tibérine pour parler des relations entre le Maroc et l'Algérie, ce qui est tout à fait pertinent. Quelqu'un qui sera du côté des islamistes va dire « c'est pas possible que ce soit des islamistes, c'est forcément le gouvernement algérien parce que ça sert sa cause politique ». Et un Français va dire « bah voilà, on n'aurait jamais dû décoloniser l'Algérie, que sais-je ». Enfin, chacun peut y apporter sa vision du monde. En revanche, il me semble que l'Occident, puisque je suis un peu l'occidental du plateau, l'Occident, par rapport à ces questions-là plus globales, dans lesquelles les moines étaient imbriqués, aussi entre deux attitudes qu'on lui reproche dans ces deux extrêmes, c'est-à-dire ne rien faire et de pactiser avec des généraux, un pouvoir en place, dictature, etc. Auquel cas on dit c'est quand même incroyable, vous faites de l'argent sur le dos des pauvres gens qui représentent le peuple dans ces pays. Et à l'inverse, quand on intervient en Irak, en Libye, etc., on va reprocher à l'Occident de casser justement les équilibres fragiles de la région. Et donc je dirais, pour être bienveillant à l'égard des politiques, c'est compliqué de se situer là-dedans. Mais un fait est clair, c'est que les autorités françaises portent leur part de responsabilité puisqu'elles n'ont pas engagé pour des ressortissants français immédiatement une enquête, alors que normalement c'est ce qui se fait. Pourquoi ? C'est là qu'il y a des points d'interrogation qui surgissent. C'est quand des procédures normales ne sont pas lancées, il y a forcément des questions qui surgissent. Alors là, justement, ça nous amène à l'enquête, parce qu'il y a eu beaucoup d'obstacles, et on va juste les énumérer, ces obstacles-là. Voilà, pas d'audition autorisée sur le sol algérien, pas d'autorisation d'emmener en France des prélèvements qui permettraient de dater précisément la mort des moines, alors qu'on sait très bien qu'en médecine légale, il suffit, enfin je ne suis pas un médecin légiste, mais en tout cas on le sait d'après des experts, quelques jours après la mort, on est capable de dater, en tout cas d'infirmer ou de confirmer une certaine période. Ces blocages-là, ils sont nombreux. Quels ont été les principaux, finalement ? Ils sont très nombreux. Vous parlez du médecin légiste. Bon, au départ, donc, on dit, voilà, il y a des cercueils, on n'a pas le droit de les ouvrir. Donc c'est difficile d'avoir une autorité du côté français qui vérifie exactement. Après, quand on dit du côté français, est-ce que le médecin légiste qui est à l'ambassade de France roule pour tel ou tel clan en France, parce que vous avez parlé de Charles Pasqua, mais il y avait à l'époque Alain Juppé qui était sur une autre ligne. Charles Pasqua avait fait envoyer un émissaire spécial. Jacques Chirac était impliqué également. Par exemple, le clan Chirac n'a jamais voulu aller à Tibérine. Seul Sarkozy est allé à Tibérine. Bon, il se trouve que j'ai fait du handball avec son ministre de l'aménagement du territoire de l'époque, donc j'avais joué un peu un rôle d'entremise, non mais pour sensibiliser, si vous voulez. Donc, mais vous posez aussi la question, pourquoi est-ce qu'il est allé là-bas ? C'est peut-être pour, justement, dans l'échiquier politique français. Donc, il y a des blocages, mais donc sur le médecin légiste, au départ, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, on n'a pas d'informations précises. Et à chaque fois qu'on cherche à avancer sur l'enquête, et donc tout récemment, je vous dis, ces prélèvements, donc là aussi, blocage, on ne peut pas les rapatrier en France. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que au terme de ces 20 années, puisqu'on là on est un anniversaire 20 ans, la question qui se pose, c'est pourquoi à chacune des étapes, il y a des bâtons dans les roues. Et à mes yeux, vous avez raison de le soulever, le dépérissement des preuves, c'est l'expression qu'on utilise sur le plan technique, ne facilite pas la recherche de la vérité. Par conséquent, on peut se poser la question, est-ce qu'on va la trouver ou pas, et pourquoi on ne veut pas qu'on la trouve. Et le seul espoir que je vois, personnellement, ce serait un changement de génération qui fait qu'un certain nombre de responsables n'étant plus là, la parole se libère. Mais c'est vrai que ça sera toujours difficile après, si vous n'avez pas de preuves tangibles, de soutenir telle ou telle thèse. Ma thèse personnelle aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement des bâtons dans les roues qui ont été mises pour ces démarches-là, et je pense que les frères dont on dit qu'ils étaient naïfs ne l'étaient pas du tout, parce que les discussions que j'ai pu avoir, ils se rendaient très bien compte qu'il y avait des manipulations possibles du DRS et des services spéciaux dans l'armée algérienne. Donc avant d'être enlevés, ils se posaient déjà cette question dans un certain nombre de cas précis. Et je pense qu'au bout d'un certain temps, ils ont dû se rendre compte qu'ils étaient eux-mêmes l'objet d'une manipulation, quelque chose n'était pas clair, et il est possible qu'on les ait éliminés après avoir cette preuve de vie qu'on a après utilisée pour régler des comptes peut-être contre les services français.
En tout cas, c'est une hypothèse possible. Alors, on va écouter l'avis de Jean-Baptiste Rivard sur notamment les méthodes du DRS. C'est pas l'armée. En Algérie, il y a une armée classique avec des appelés, etc., qui fonctionnent normalement et qui pourraient pas garder un tel secret. En revanche, il y a un élément dans l'armée algérienne très important qui est le DRS, les services secrets, qui était dirigé à l'époque par Smaïn Lamari et le général Toufik Medienne, qui est encore vivant. Smaïn est mort. Et donc le DRS, les services algériens, eux, pendant la sale guerre, menaient des opérations de manipulation, d'infiltration des réseaux terroristes, de guerre contre-insurrectionnelle, comme les Français ont fait pendant la guerre d'Algérie. Hein. C'est pas une question, les Algériens n'ont pas spécialement inventé. Nous, les Français ont fait pareil. Mais c'est des méthodes de guerre contre-insurrectionnelle où on se déguise comme l'ennemi, on trafique, on monte des opérations en les mettant sur le dos de l'adversaire. C'est un grand classique. Et donc c'est probablement ça qui s'est passé. Naïm Kamen. Non, je voulais juste ajouter, je crois que ça a été dit, c'est ce faisceau de présomption qui est très fort, ces blocages qui nourrissent ce faisceau de présomption qui font que les regards se tournent vers les services algériens. Si l'Algérie n'avait rien à cacher, il n'y a pas de problème. On fait une enquête, on ouvre les dossiers, on trouve les cadavres, on fait les autopsies nécessaires, on fait les prélèvements, on fait les analyses, on dit voilà, c'est dans la transparence. Mais là, on n'est pas dans la transparence. Et c'est ce refus de transparence qui vraiment étaient les thèses de l'implication directe, de la manipulation de cette opération par les services algériens à des fins multiples. On peut imaginer que, vous savez, c'est toujours des coups tordus, hein, c'est toujours à tiroir dans ce genre d'affaires. Et donc, si les blocages, si l'Algérie, enfin c'est l'État algérien, ou les services algériens, aujourd'hui c'est l'État qui bloque, parce que on peut dire maintenant qu'aujourd'hui les principaux protagonistes de cette opération sont écartés ou sont morts, et que l'État algérien peut dire, bon, on ouvre ce dossier. On ouvre ce dossier et voilà. On attend le dépérissement des preuves, voilà, mais aussi de tous les tenants et aboutissants de l'époque. J'ai juste par rapport à M. Quinson, il y a un détail. Il ne faut pas un changement de génération pour qu'on puisse connaître la vérité. Il faut un changement de régime. Comme ça s'est produit en Allemagne de l'Est, comme ça s'est produit dans beaucoup de pays de l'Est, là on a ouvert les caisses, on a ouvert les placards, les archives, les tiroirs. Et c'est là où on a commencé à connaître la vérité sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, même la France refuse, tant que le régime est là, de déclassifier un certain nombre de documents sur cette affaire. Et là, on a déclassifié une petite partie concernant, je crois, le témoignage de l'attaché militaire à l'ambassade de France en Algérie sur la bévure, sur la supposée bévure de l'armée, un hélicoptère qui aurait confondu un bivouac des moines avec un bivouac d'islamistes. Mais une version qui est contredite justement par le fait qu'on n'ait pas trouvé d'impact de balles. On n'a pas les corps. Oui, mais bon, on pourrait penser sur les têtes. Les têtes étaient touchées. Mais bon, mais ça, on peut en parler maintenant, la bavure. Ah bah si vous voulez qu'on parle de la bavure, moi j'aimerais... Non, je voulais... C'est bon, Youssef. On y arrivera parce que ça nous permettra de voir, il nous restera quelques minutes. J'aimerais parler des moines quand même, parce que ça c'est extrêmement important. On parlera des différentes hypothèses qu'on a fixées, mais aussi sur le rôle de la coopération, parce que là on a parlé des obstacles qui ont été mis en place. Je vous ai posé la question tout à l'heure, à l'occasion d'une visite présidentielle, l'avocat de la famille des victimes essaie de remettre le dossier et de faire pression. Est-ce que ça sera le cas avec la visite de Manuel Valls? Mais là, aujourd'hui, quels moyens dispose la justice française pour finalement forcer ou essayer de négocier avec les autorités algériennes pour avoir finalement tous ces éléments qui permettraient de mettre la lumière sur l'affaire? Avant de répondre peut-être à cette question, moi je voulais revenir sur la chronologie, sur les cases vides dans la chronologie de cette affaire, parce qu'il y en a quand même. Hein. Je veux dire, même pour l'observateur le plus simple, il décèle tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette chose. On sait très bien que les pouvoirs étaient venus voir les moines pour leur dire de déguerpir, de partir, parce qu'ils savaient manifestement que quelque chose allait se passer. D'ailleurs, le film le relate très 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 bien, parce que qu'on voit l'insistance avec laquelle on essayait de faire évacuer ces moines et de les faire repartir en France ou ailleurs.
puisque ce fait-là était plausible, on savait très bien que quelque chose allait se passer, on se pose alors la question, et là on a la case vide, pourquoi les pouvoirs algériens n'avaient pas installé un système sécuritaire qui ferait en sorte que ces moines soient suffisamment protégés justement pour qu'ils ne soient pas enlevés comme ça. Ça d'un côté, parce que quand même, je veux dire... Le convoi est passé là, sans problème. C'est ça. Bon. Là, vous avez la première case vide. L'autre case vide, c'est que on amène des cercueils, alourdis peut-être par du sable, dans lesquels il y a des crânes. Sous l'insistance donc d'un de ces moines, on ouvre quand même pour voir ce qu'il y a dedans. On n'y trouve que des têtes et il n'y a pas de corps. Et puis, rien n'a été fait finalement pour trouver ne serait-ce qu'un seul corps. Je veux dire, bon, qu'il y ait torture ou pas torture, normalement, ces corps-là, on devait les récupérer même dans un état très avancé de décomposition, c'est-à-dire qui ne permettrait plus de voir quel type de torture ces pauvres moines avaient subi. Vous voyez, là aussi, il y a une case vide. Donc, à chaque fois qu'on analyse cette affaire, on trouve qu'il y a énormément de flou, d'ombre sur les faits. Et effectivement, les réponses sont très très difficiles, même pour les enquêteurs les plus affûtés, si vous voulez, à être apportées. Alors justement, ces cases vides et qui contredisent la version officielle, Jean-Baptiste Rivoire a un avis sur la question. Ce qui est sûr, c'est que Alger a toujours dit que les moines avaient été tués 2 mois après leur enlèvement, fin mai 96, et égorgés par les islamistes. Or, il y a quelque temps, nous, on a recueilli des témoignages très importants pour Canal+ et pour le livre, d'anciens des services algériens qui disent « mais pas du tout, ça c'est une version officielle, mais c'est faux. En fait, les moines ont été tués 1 mois après leur enlèvement, donc fin avril, et ils ont été exécutés par un commando des services parce que Paris, un certain nombre d'habitants d'Algérie commençaient à comprendre que cet enlèvement était une manip des services algériens et qu'il fallait surtout pas que ça se voie. Plus récemment, le juge Trevedic a réussi à aller en Algérie, il a réussi à commencer l'autopsie des crânes des moines, et là les experts ont découvert qu'effectivement ils n'étaient pas du tout morts fin mai 96, mais probablement plusieurs semaines avant, et pas forcément égorgés, mais décapités post-mortem. Donc ces nouvelles découvertes de la justice française accréditent en fait le fait que la version officielle d'Alger est fausse. Ça expliquerait qu'en fait les autorités algériennes soient très embarrassées parce que leur version est en train de s'effondrer en fait. Henri Quinson, ces moines, enfin vous l'avez dit, on l'a dit au début, est-ce qu'ils étaient vraiment gênants? Le père Veilleux, qui est procureur général de l'ordre des trappistes, dit qu'ils étaient dans une eau stratégique, témoins des violences des deux bords. C'est un peu ce qu'on a dit à ce moment-là. Je vous ai posé la question, est-ce qu'il y avait qu'eux comme témoins, mais eux étaient spécifiquement gênants? Je crois que pour un régime qui ne veut pas que des journalistes aillent sur place, c'est un peu embêtant d'avoir des personnes, entre guillemets, neutres, en plus pour la plupart d'entre eux d'une nationalité étrangère, et qui, il faut bien le dire, pour avoir vécu 5 ans dans un monastère cistercien, contrairement à ce qu'on pense, les moines sont très informés. Ils sont très informés parce que... Ils sont en contact de la population. Exactement. Et ils ont des contacts que d'autres personnes n'ont pas. Ces moines soignés, ils ont la confiance, des soins, la confiance des populations. Poisson dans l'eau. Oui. Exactement. Donc c'est vrai que toutes les dictatures, tous les régimes totalitaires se méfient des hommes libres. Et dans le film, on a cette parole de frère Luc, laissez passer l'homme libre. Il disait ça avec un peu de rigolade parce qu'il avait un humour caustique, mais la réalité c'était celle-là. Donc on se méfiait de ces hommes. On se méfiait d'autant plus que Christian Chergé était en contact avec la communauté de Sant'Egidio en Italie et qui cherchait à faire revenir dans le jeu politique le Front islamique du salut. Il y avait un tour de table et ça, évidemment, c'était inacceptable pour le pouvoir en place en Algérie. Donc il y avait aussi un soupçon de parti pris, soupçon justifié. Christian était pour sortir par le haut de cette crise et non pas de tout fermer. Et le système de l'éradication n'était pas du tout... Encore une fois, il ne s'engageait pas politiquement, mais c'est sûr que s'il voyait des choses, le risque était que ces informations... il n'était pas un service secret français, il ne travaillait pas pour tel ou tel parti, mais c'est vrai que c'était des personnes qui, du fait de leur éthique personnelle, pouvaient mettre à mal un régime qui voulait contrôler non seulement les populations et les mouvements hostiles au régime, mais également l'information, ce qu'on appelle la propagande dans ces régimes, car c'est de ça qu'il s'agit. Donc là, je crois qu'ils étaient potentiellement une menace, et donc, de ce fait, gênants. J'ai déjà dit. Oui, bon, vous êtes du même avis. Je me pose cette question, je me dis, est-ce que vraiment il n'y avait que ce moyen-là de trucider ces 7 moines pour les faire taire ou pour faire en sorte qu'ils ne parlent pas?
C'est-à-dire, ça c'est une hypothèse. Ouais. C'est une hypothèse, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et puis alors, si c'est vraiment l'objectif, à ce moment-là, pourquoi il y a eu tous ces silences entre le moment où ils ont été enlevés, le moment où il y a eu la lettre qui était arrivée, disons que, etc. Je veux dire, il y a énormément de tergiversation sur cette affaire qui tout simplement démontre que si l'objectif était vraiment de les éliminer, eh ben, ils ont très très mal été éliminés. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui n'a pas très bien fonctionné. C'est ça, et on est très très mal à l'aise face à ça. D'ailleurs, l'hypothèse existe. On l'a dit au début, c'est que on les enlevait pour les libérer et pour faire ce qu'on appelait tout à l'heure d'une pierre trois coups. Faire peur aux moines pour qu'ils partent, à gagner la sympathie de l'Occident et de la France particulièrement, et montrer les islamistes comme des preneurs d'otages, des intolérants qui ne croient pas à la liberté de la croyance, etc. Dans tout ce que la doxa des services peut leur faire croire, et on dit que quelque chose a foiré entre-temps, et que c'est l'une des versions qui existent. C'est l'une des versions qui existent. Et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer, on le voit très bien aujourd'hui sous d'autres formes, et si vous voulez, par exemple, le lien qu'on voit entre des formes radicales sur le plan religieux et politique et finalement le petit banditisme. Et alors on s'aperçoit que quelqu'un va faire un attentat à Paris, il laisse tomber sa chaussure, ou même peut-être volontairement il met sa carte de visite pour bien concentrer. Il y a un mélange de ce qui nous paraît de l'amateurisme et puis ce qui est censé être un idéal, mourir en martyr pour une cause supposée juste. Et je crois que là, il ne faut pas sous-estimer l'incompétence, le caractère, oui, d'improvisation, voilà, de gens aussi. Le système de noyautage, il est très aléatoire, parce que très souvent, ces équipes, enfin, d'après notamment les informations de Rivoire, on envoie une équipe dans laquelle il y a des agents du DRS, donc qui travaillent secrètement pour le régime, et en même temps on met de vrais islamistes. Alors à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas de vrais islamistes qui veulent, eux, qui ne comprennent pas les ordres venus d'en haut du fameux Jamel Zitouni, enfin voilà. Et puis Jamel Zitouni, le vendeur de poulet, comme il l'appelait, quelqu'un qui n'est pas instruit, qui fait n'importe quoi. Est-ce que la sécurité militaire l'a laissé monter dans la hiérarchie en se disant, voilà, lui-même, du fait qu'il est bête et méchant, va discréditer le mouvement. Mais après, on dit qu'on le contrôle, mais on ne le contrôle pas forcément tant que ça. Si vous voulez, quand vous commencez à essayer de jouer avec des mafieux, des braqueurs de banque, etc., en les faisant rentrer dans une organisation soit politico-religieuse, soit un parti politique, vous prenez fatalement des risques, parce que ces gens-là n'ont pas les rationalités qui sont les nôtres. Donc je crois qu'il y a une part d'explication qui échappe peut-être à une analyse rationnelle. Il faut arriver à l'intégrer aussi et accepter que voilà, tout n'est pas forcément explicable selon la rationalité de Descartes. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de rester? Ça va nous permettre de parler de ces moines. On arrive aux dernières minutes de l'émission, mais pourquoi on les a exhortés à partir et ils ont choisi de rester? On va avoir l'avis de Jean-Baptiste Rivoire. Je vous ferai réagir juste après sur ce point-là. C'est pas l'armée. En Algérie, il y a une armée classique avec des appelés, etc., qui fonctionnent normalement et qui pourraient pas garder un tel secret. En revanche, il y a un élément dans l'armée algérienne très important qui est le DRS, les services secrets, qui était dirigé à l'époque par Smaïn Lamari et le général. On va avoir le bon sujet, parce que je pense que c'est pas la bonne intervention, on l'a déjà expliqué, sur l'avis de Jean-Baptiste Rivoire, sur le pourquoi, voilà, des moines, qui sont ces moines et pourquoi ils sont restés. D'après les témoignages que moi j'ai pu recueillir, y compris d'anciens des services algériens, en fait le problème c'est que on nous a fait croire que c'était une guerre musulman contre chrétiens, forcément on doit se détester, tout le monde s'égorge. En fait c'est pas vrai. La vérité des moines de Tibérine, c'est qu'ils étaient dans une grande empathie avec les musulmans de la région, ils avaient appris l'arabe, ils les soignaient, ils connaissaient les parents depuis des générations, et donc les jeunes, y compris les maquis contre le pouvoir, souvent venaient se faire soigner au monastère où les moines les soignaient, il y avait un grand respect. Et ça, les services algériens qui étaient en guerre contre une partie de la population ne pouvaient pas le supporter. Donc ils ont plusieurs fois demandé aux moines avec insistance de partir, de quitter Tibérine. Les moines ont refusé. Il y a eu des pressions sur le Vatican, des pressions sur Jacques Chirac. Et le patron des moines était têtu. Il voulait rester en solidarité avec les gens du coin. Et là, à un moment donné, je pense que les services algériens ont dit bon, c'est plus possible. Ils sont témoins d'une sale guerre. Ils peuvent raconter. C'est un vrai problème. Donc, on a monté une opération d'enlèvement pour les extraire et les virer en France, en mettant ça sur le dos des islamistes.
Alors c'est vrai, ça pose la question de voilà pourquoi ils sont restés, qui étaient ces moines. Ça a fait l'objet d'un film quand même. Vous avez été conseillé pour ce film-là, ce film de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux. J'avais eu l'occasion d'interviewer Xavier Beauvois au festival du film de Marrakech après le lancement du film, et on le voyait très touché par finalement la psychologie, parce que c'est de ça dont traite le film finalement, et j'invite beaucoup de gens à le voir parce que c'était vraiment un excellent film, où on voit qui étaient ces moines. Alors si vous êtes psychologue, vous allez dire soit que touchés par le voisinage, ils vont pas partir quand les autres ne peuvent pas partir, et c'est un aspect de la réalité. Vous pouvez vous dire aussi psychologiquement que des gens comme Christian de Chergé, le supérieur, qui, c'est important que je le dise ce soir, qui a été sauvé à l'âge de 23 ans par un musulman qui l'a protégé alors qu'il était officier français de la SAS pour la pacification des zones rurales. Donc à 23 ans, lui, l'expérience qu'il fait, c'est qu'un musulman très pieux, qui était père de 10 enfants, se trouve égorgé le lendemain parce qu'il l'a protégé de menaces de félaga. Donc vous pouvez vous dire, il cherche à se dire, moi je vais aussi rendre la monnaie de la pièce. C'est une explication psychologique. Il y a une explication théologique aussi, qui est que pour les chrétiens, leur représentation de Dieu, c'est que Dieu s'est fait homme, et il ne s'est pas fait homme comme touriste pour prendre des photos, et si les choses vont mal, il s'en va. Non, il s'est fait homme jusqu'à mourir pour les hommes, pour ces créatures. Et donc il se situe par rapport à une méditation des Écritures chrétiennes, et ils se disent, voilà, on ne va pas fuir au moment du plus grand sacrifice, parce que on aime ses amis jusqu'à l'extrême. C'était une expression de Christian Chergé. Et puis enfin, c'était des moines. Les moines font vœu de stabilité, et donc je sais que c'est un peu difficile à comprendre pour des gens qui n'appartiennent pas à ces ordres ou ces confréries, mais pour eux, faire le choix d'un lieu, c'est quelque chose de très important. Et dans la spiritualité monastique, quitter un lieu quand les difficultés s'amoncellent, c'est comme quelqu'un qui quitterait son mariage quand il y a des difficultés. Si vous voulez, il y a une forme de sacralité, de l'engagement dans un lieu. Alors, il reste qu'ils se sont posé la question parce qu'ils voulaient prendre une décision libre. Au lendemain de l'intrusion de ce groupe en 93, je peux dire que quasiment tout le monde voulait partir, sauf frère Luc et Christian. Et que, comme on le montre dans le film, ça a été un long processus pour affronter cette question, essayer de répondre en vérité, ne pas chercher le martyr pour prouver qu'on est les meilleurs, mais accepter éventuellement, en essayant de l'éviter, ce que Christian appelait le martyr de l'amour, c'est-à-dire l'amour des hommes. Et c'est vrai que c'est pas l'amour. J'ai fait toute une étude sur les poèmes de frère Christophe, qui était le plus jeune frère. Il ne parle jamais de musulmans, il parle des enfants, des frères, des pauvres, des femmes, et donc c'était un amour universel. Il se trouve que ses voisins étaient musulmans, mais il s'agissait d'un amour qui n'a pas de frontières, et je crois que ça c'était difficile à comprendre pour d'autres personnes pour qui les frontières, et tenir les frontières, c'est essentiel. Alors Sibeth Youssef, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui encore, la présence des monastères chrétiens à vocation sociale au Maghreb? Si vous me le permettez, oui. j'ouvre une petite parenthèse juste parce que j'ai vu aussi le film, et donc j'ai entendu, ou j'ai écouté, j'ai réécouté une phrase extraordinaire qui a été dite par le supérieur de ce monastère, qui disait à ses frères, vous savez, les fleurs ne décampent pas d'un champ pour aller chercher le soleil ailleurs. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Les fleurs ne décomptent pas d'un champ pour aller chercher les rayons du soleil ailleurs. Et c'est très difficile pour ces moines de partir parce qu'effectivement, ils sont, comment dire, on leur a mis le pieu. C'est l'engagement qui met le pieu, si vous voulez, dans cet espace. Ils ont vécu avec des gens. Normalement, c'est leur mission aussi. Et comme le supérieur leur a dit à ses frères, partir, c'est fuir. Or, il ne voulait pas fuir, il se disait que si on doit mourir, si la population qui nous entoure doit mourir, on mourra avec. Donc, ils ont donné leur vie. Revenons donc à ce que vous me posiez comme question sur l'Atlas, sur la récupération de la région de Midelt, effectivement, qui a accueilli les deux rescapés, donc Jean-Pierre et Amédée. Amédée donc est mort il y a quelque temps, et puis Jean-Pierre est toujours là. Ils ont été accueillis parce qu'on a eu un très grand espace qui est sur le plan historique très connu à Midelt, et qui est la Kasbah Meriem, dans laquelle vivaient les sœurs franciscaines depuis très longtemps.
Les sœurs franciscaines avaient mis au service de ces moines donc un volet de la Kasbah Meriem qui a été aménagé en monastère, et ils l'ont nommé le monastère Notre-Dame de l'Atlas, tout comme celui de Tibhirine. Et ils ne pouvaient pas mieux tomber, si vous voulez, parce que d'abord c'était l'Atlas. Ils ont en face d'eux le massif du Haut-Atlas pré-oriental avec le mont Ayashi qui culmine à 3747. Donc à chaque fois qu'ils ouvrent leurs fenêtres, ils ont cette beauté. On sait très bien qu'à Tibhirine, le paysage est très beau aussi. Et puis ils sont quand même dans un espace sur le plan historique qui est très connu pour le brassage de la peau et des populations. Midelt est une ville qui n'a même pas un siècle, hein. C'est une ville très très jeune. Une ville dans laquelle les Juifs, notamment à Atman ou Moussa, juste à côté de cette Kasbah Meriem ou de ce monastère Notre-Dame de l'Atlas, donc le Atman ou Moussa était très connu comme village donc d'une population juive. Il y a eu, de par les anciennes mines de plomb d'Ahuli et Mibladen à côté de Midelt, énormément d'Européens qui avaient vécu pendant plusieurs années là-bas. Donc on a eu une église dans laquelle comment dire, les prêtres s'étaient succédés. Il y avait Bernard le Chevalier qui avait donné des messes dans cette église à toutes ces populations qui avaient vécu là depuis très longtemps. Il y avait une stabilité extraordinaire, mais n'oubliez pas aussi que nous avions récupéré à chaque fois des gens qui venaient de l'Khbab, parce qu'il y avait aussi là-bas un presbytère dans lequel vivait le père Périère, qui rappelle un peu Tibhirine d'ailleurs, parce que tous ces gens-là avaient des rapports extraordinaires avec la population amazigh, que ce soit dans Al-Khbab, que ce soit à Toumlilin du côté d'Azro, donc nous avons tourné le film. où le film a été tourné, donc c'est à Toumlilin où alors vécu là, ce que vous nous dites est extrêmement passionnant. Je pense que ça ferait l'objet d'une émission en soi. J'ai beaucoup de douleur à vous couper sur ce sujet-là. On va devoir rendre l'antenne. Un mot très rapide. Je vais être bref. Très rapide. Sur la question, c'est-à-dire que ces moines sont des missionnaires. Les moines monastiques sont des missionnaires, c'est des ascètes, et c'est des gens qui ont une mission à accomplir. Donc ils y vont jusqu'au bout. Alors pour Christian de Chergé, son père ne comprenait pas qu'elle a été s'implantée en Algérie, et son frère, Hubert, je crois, avait dit que personne n'avait compris qu'il a été là-bas planté ce qu'on appelle la graine de Sévenay. La graine de Sévenay, c'est une métaphore pour dire, c'est la façon de propager la chrétienté. Au début, on est une minorité, et puis on se propage à force de rester, à force de patience, à force de résistance. Henri Quinson, ça sera le dernier mot. Qu'est-ce que peuvent attendre les familles aujourd'hui ? Ce que je leur souhaite, c'est de trouver la paix. C'est extrêmement difficile pour eux, parce que je me rappelle que quand on a fait le film, beaucoup de familles étaient hostiles à cette idée, et l'une des familles avait dit avec humour, oh, tu sais, on a tellement eu de scénarios, l'hélicoptère, le DRS, les islamistes, pourquoi pas un scénario supplémentaire. Et je crois que ce qu'on peut souhaiter aux familles, il n'y a qu'une seule minorité d'ailleurs de familles qui s'est engagée dans cette plainte contre X, il y a 2 familles en réalité. Je crois que c'est à la fois de ne pas compromettre le message des frères qui était d'aimer tout homme, et donc il ne s'agit absolument pas d'une vendetta contre l'Algérie, et surtout contre les Algériens, parce qu'on ne peut jamais mettre tout le monde dans le même sac, mais c'est aussi pouvoir pardonner à des gens qui se montrent à visage découvert. Nous n'avons pas eu peur de faire un film sur les frères. Nous demandons la même chose, que ceux qui sont responsables de ces crimes s'avancent en pleine lumière. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. J'espère en tout cas que vous qui nous avez regardé avez mieux compris la situation. Excellente soirée sur Médien TV, la rediffusion à 22h40 si vous nous avez pris en route comme tous les soirs. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi.